60 ans après, comment évolue la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bonsoir. La RDC a totalisé 60 ans. Donc pendant une année, nous allons essayer de réfléchir sur les avancées. Comment évolue ce pays? Bonsoir, vous êtes dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 sur les antennes de Kanaki Télévision. Et je dis bonjour à tous qui nous suivent le jeudi, mais cette fois-ci à 11h, la rediffusion toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. L'invité de ce soir, c'est monsieur le chef des travaux, Toubi Mwanza. Il est membre du bureau d'études au sein du mouvement de libération du Congo, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler du mouvement de libération du Congo et bien entendu, nous allons aussi parler du président national, le chef de travaux, Toubi Mwanza, est aussi psychologue et chercheur. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit aussi à l'intellectuel avisé, avec qui nous allons devoir échanger. Monsieur Toubi Mwanza, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes aussi psychologue chercheur, vous êtes membre du bureau d'études au sein du mouvement de libération du Congo, donc le MLC. Aujourd'hui, 60 ans après, quelle lecture vous faites de la politique ici en République démocratique du Congo? Oui, 60 ans après, je retiens que la mentalité de la population du peuple congolais, nous avons évolué en reculant. Nous avons évolué en reculant. Aujourd'hui, c'est question de la remise en question. On doit faire renaître nos mentalités, prendre conscience de ce que nous sommes et prendre conscience de la situation de notre pays, l'état auquel le pays se retrouve. Et cela nous permettra de nous relancer à nouveau. Maintenant, vous dites nous avons évolué en recul. Quand je pense 60 ans, c'est toute une vie pratiquement. Mais c'est quand même grave aussi, hein, contrairement aux autres pays africains, même qui sont devenus indépendants après, mais qui ont su se relancer. Nous avons eu vraiment du mal à aller de l'avant. C'était dû à un problème d'homme, un problème système, ou un problème encore du colon qui nous a peut-être pas bien préparés, comme on le dit souvent, n'ont pas été bien préparés. Non, ce n'est pas le problème des colons, c'est-à-dire c'est un problème d'hommes et de mentalité. Vous savez, il y a des situations qui se sont succédées, des événements en fait qui sont succédés, et les Congolais n'ont pas été à la hauteur de maîtriser la situation. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. Le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu... 90. Alors, le maréchal Mobutu ouvre le pays, la voie pratiquement à la démocratie. Et cet événement avait été très mal perçu par les Congolais. Regardez comment les uns et les autres ont pris cet événement pour exhiber les injures, pour exhiber les menaces. Or, quand vous frustrez trop les gens, vous frustrez trop l'autorité, conséquence, cumul de frustration, les gens deviennent agressifs. Et l'agressivité populaire se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et à cela, vous ajoutez d'autres événements, par exemple, comme le pillage. Et le pillage, à cela, a contribué également à la régression de notre tissu économique et la pauvreté. Ayant fait son entrée après le pillage, vous savez, quand on évolue dans un environnement pauvre, vous développez une mentalité de la pauvreté, de la misère. Les antivaleurs prennent les conséquences. Les antivaleurs naissent et en âge, on évolue. Mais psychologiquement, on régresse. Et c'est ça la situation du peuple congolais. Même si le plan politique, on peut le constater. Là, vous avez évoqué pratiquement un passé récent, dans les années 90, mais d'autres personnes disent que les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire quand vous prenez les années 60 avec les incompréhensions de nos pères de l'indépendance, là aussi le départ était pratiquement biaisé. Et quand on arrive dans les années 90 avec l'avènement de la démocratie avec le président Mobutu, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a pratiquement, si on peut le dire, pas deux générations, mais de 60 à 90, il y a quand même eu beaucoup de ruptures. Hein. Monsieur les journalistes, il y a ressemblance d'événements. Regardez. En 1960, on chante l'hymne national Debout Congolais. Debout Congolais, c'était juste pour réclamer l'indépendance et consorts. Et au début des années 70, nous chantons Zaïrois dans la paix retrouvée.
Okay. Or, si vous regardez les événements qui ont conduit le père Boka à composer l'hymne national, c'est un serviteur de Dieu paix à son âme, à composer l'hymne national debout congolais, et les circonstances qui ont permis les mêmes pères Boka à concevoir l'hymne national dans ce contexte de l'époque, en fait. Ouais. Donc les contextes, les deux contextes en fait, avaient le même soubassement socio-politique et psychologique. Et conséquences. Et le même cause produisant le même effet. Et c'est comme ça que les Congolais nous retrouvons à l'état actuel des choses. Vous êtes membre du bureau d'études au sein du Mouvement de libération du Congo, chef de travaux, vous êtes aussi psychologue et chercheur. Vous êtes en politique, vous êtes déjà, et puis vous êtes très jeune. Vous vous situez où, quelque part, vous vous dites dans quelle génération, vous êtes modelé dans quelle génération à peu près, vous êtes inspiré dans les années, chez les aînés de nos années 60 ou 90? Oui, en politique, je voulais dire. En politique, nos pères des années 60 ont posé des jalons. Mais en tout cas, le professeur, le maître, le philosophe, le prophète politique de mon école, c'est le président Jean-Pierre Bemba Gombo, le prophète politique. Parce que j'ai compris que l'EML, c'est une école. Regardez la doctrine. Jean-Pierre est assis sur une doctrine d'excellence. Et c'est comme ça que, face à cette vision d'excellence qui caractérise le président Jean-Pierre, et nous sommes dit, voici l'homme qu'il faut suivre. Parce que là, c'est une école politique auquel nous sommes en train d'apprendre. Mais c'est les journalistes, je voulais mettre un accent sur le président Jean-Pierre. Regardez, il pense, il rêve à l'excellence. La médiocrité n'est pas son approche. Je crois que nous allons y venir. Nous allons parler aussi du mouvement de libération du Congo. 2 ans déjà, l'arrivée du président Félix au pouvoir, pratiquement 2 ans. Nous avons le Sénat, nous avons le Parlement, nous avons les assemblées provinciales. Donc les institutions sont là. Mais il s'avère qu'il y a eu une rentrée parlementaire le 15 septembre ou une rentrée budgétaire assez compliquée quand on connaît la situation de la République. Il y a eu une pandémie on se dit aujourd'hui, est-ce que cette rentrée parlementaire, c'est la rentrée de tous les dangers ou c'est juste des frustrations, des pleurs pour rien? Oh, monsieur les journalistes, mais c'est sérieux. Vous savez, si le président Jean-Pierre Bemba s'était sacrifié pour que les pays aient des institutions fortes, alliées place des hommes forts. Vous parlez de la rentrée parlementaire, c'est tout à fait normal et cohérent. C'est ça même le combat que le président Jean-Pierre avait mené pour qu'on ait la constitution donnant naissance et l'installation de ces institutions. Moi, je pense que mon président, le prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, il s'est sacrifié pour cette vision parce qu'il nous a doté des institutions. Mais c'est les journalistes, les institutions que vous voyez, l'institution président, l'institution parlement et toute autre institution. Je vous dis, c'est l'émanation du sang, du courage, du sacrifice du président Jean-Pierre Bemba. Revenons à l'actualité. Excusez-moi, le 15 septembre, j'ai dit, il y avait une rentrée parlementaire. Vous avez le FCC, qui est pratiquement majoritaire au sein des assemblées, des institutions. Vous avez le CACH, vous avez la MOCA, dont vous êtes jamais donc membre de la MOCA. Comment va se passer les choses? Parce qu'on a vraiment l'impression que chacun voudra tirer le drap de son côté pour essayer de faire valoir le pouvoir, de s'imposer. Les alliances vont sûrement se faire et se défaire. Vous êtes politique. Le regard que vous avez sur cette rentrée parlementaire. Ok, messieurs les journalistes, vous dites que cette rentrée parlementaire c'est une rentrée de tous les enjeux. Vous n'avez pas tort, mais là nous sommes en face de la responsabilité populaire. Vous savez, ce sont les représentants du peuple. Ils sont là parce que le peuple les avait choisis. Ils doivent agir en responsabilité. Les lois qu'ils doivent concevoir, ces lois ne doivent pas emmerder le peuple. Ce sont des lois qui doivent répondre aux besoins de la population. Là,
Nous comptons sur la sagesse. Il y a le problème des élections qui sera débattu. Oui, ne vous en faites pas. Il y a pas mal de dossiers assez compliqués. C'est comme ça, monsieur le journaliste. Il y a même un problème assez capital de la gratuité qui jusqu'à présent. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que j'étais en train de dire que nous comptons sur la sagesse de l'âge du président du Sénat. Vous savez, une sage femme qui est de la majorité du FCC, Papa Tambwe Mwamba, Alexis, et il est membre du FCC. Là, je ne vois pas les FCC. Qui dépend de son autorité locale. Bon, on peut pas mâcher les choses. Oui, justement. Ils ont une politique, une vision à eux propre. Oui, mais à ce stade-là, le Congo n'appartient pas au FCC. Il est là le président d'une grande institution de la République, le Sénat. Là, vu son âge, Papa Alexis Tambwe Mwamba est en train de jouer parce que son âge, nous tendons tous vers la mort, bien sûr. Et à un certain âge, il faut savoir léguer aux enfants, aux générations futures, quelque chose de bon. Et là, par rapport à la conception et la considération de la loi, Papa Alexis Tambwe Mwamba et son staff et tous les sénateurs doivent prendre conscience de ce que le Congo les regarde. L'avenir du Congo ne dépend pas de la légèreté d'esprit. Là, je suis un psychologue, je parle en psychologue. Okay. Quand je parle de la légèreté d'esprit, c'est-à-dire la manière, cette légèreté qui caractérise la négligence, la manière de traiter les choses très sérieuses. Surtout la politique congolaise. Oui, mais mon frère journaliste, plus d'une personne. Regardez, nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Et les 80 millions d'habitants comptent sur la sagesse de Papa Alexis Tambwe Mwamba. Mais vous oubliez le Parlement aussi au niveau de la Exactement. À Mama Janine Mabunda, je vous l'ai dit, une sage-femme bâtit sa maison. Le Congo est une famille logée dans une maison. La RDC est une maison. Nous sommes tous frères et sœurs. Et à ce stade, vous savez que d'après le protocole d'État, la maman présidente de l'Assemblée, selon le protocole d'État, c'est elle qui vient après le président de la République, selon le protocole. C'est pour dire qu'une sage femme bâtit sa maison. Une femme, maman, vous avez plus de 80 millions d'enfants. Et s'il faut prendre des décisions, prendre des lois, concevoir des lois pour le bien-être de plus de 80 millions d'enfants, est-ce que vous allez le faire avec légèreté d'esprit, mais c'est les journalistes? C'est comme ça que moi je vous ai dit. Le prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, le président, mon professeur, mon maître politique, lui pense que la RDC peut avoir des institutions fortes. Parce que le Sénat et l'Assemblée est déjà là. Ouais. On peut compter sur eux. Mais là, vous n'avez pas la majorité, en tout cas, vous dépendez pratiquement de cette majorité. Monsieur le journaliste, vous le cache, vous êtes en train de... Monsieur le journaliste, je suis en train de vous dire sincèrement que les choses de l'État ne se traitent pas en légèreté d'esprit. Regardez, les sénateurs et les députés, ils sont en train de jouer la carte de la maturité politique, soit ils sont légers politiquement, soit ils ont la maturité. Il ne faut pas ouvrir la porte aux frustrations inutiles, les lois qui frustrent. Mon frère, regardez le peuple congolais que vous voyez là. Le peuple congolais que vous voyez là, mon frère, a cumulé plusieurs situations frustrantes. Cumul de frustration produit l'agressivité, a comme conséquence l'agressivité. Et ce n'est pas bon. Quand tout un peuple devient agressif, vous pouvez vous imaginer, mon frère, regardez, ces genres de lois que les députés doivent concevoir, ça doit être des lois qui doivent protéger la République, donner la paix, la joie à tout un peuple, messieurs les journalistes. Ils ont la responsabilité. Ils ont la responsabilité d'aider le peuple congolais, de faire réjouir le cœur du peuple congolais, sauf de frustrer le cœur du peuple congolais. Ça, c'est la priorité, en fait. Oh, mais la priorité, c'est le cœur du Congolais. Je vous dis que ça, c'est la priorité des politiciens, mais à la fin, il y a toujours des combines politiciennes. Non, les combines sont des déviances. Il ne faut pas qu'on s'y prendre les déviances. C'est-à-dire que vous laissez l'essentiel de la vie publique pour aller dans des combines, soit vous cherchez le pouvoir, le poste, l'argent.
L'argent n'a pas de fin, mon frère. Regarde. L'argent n'a pas de fin. Monsieur Toubi Mwanza, je rappelle que vous êtes membre du bureau d'études au niveau du mouvement de libération du Congo et puis psychologue et chercheur. Quand on prend 2006 par exemple, 2011, 2018 avec les élections, aujourd'hui, on reparle encore de la CENI, on doit revoir les lois, les textes pour essayer de mettre la République démocratique du Congo en orbite en ce qui concerne les élections. Pratiquement 3 mandats du gâchis, il faut qu'on se le dise, ou 3 mandats où les choses n'ont pas marché. Ça doit être aussi une priorité pour cette rentrée parlementaire en ce qui concerne la loi électorale. Malheureusement, que le résultat n'ait pas été escompté par rapport aux attentes des populations. Aux attentes de la population, mais au moins l'intention de procéder par l'organisation des élections était très bonne. D'ailleurs, c'est ce que voulait le prophète politique, mon président Jean-Pierre Bemba Gombo, le maître d'école politique, Dieu merci. Il s'est bâti à Sand City, mon frère. Le président Jean-Pierre s'est bâti à Sand City pour qu'on ait des élections. Il fallait avoir des lois électorales qui n'étaient pas une mauvaise chose. Mais on a constaté qu'il y a la tricherie scientifique, intellectuelle, logée dans la loi. Avec des répercussions, des conséquences. En amont, les gens préparent des lois pour préparer ce qu'ils vont faire. Dans sur mesure, en fait. Ah, ok. À quelque chose m'a l'air bon. Vous savez les comportements des hommes de Dieu. J'ai salué le cardinal Ambongo et tout son staff de l'Église catholique. Ils sont en train d'abattre un grand travail. Je me suis posé la question, comment nos pères spirituels ont repéré cette tricherie, cette forme de tricherie scientifique logée dans la loi. C'est-à-dire quoi, concrètement? C'est-à-dire que le politicien à l'Assemblée nationale et le Sénat s'arrangent. Ils manipulent la loi. Ils insèrent des magouilles dans la loi. Okay. Et après, vous allez vous rendre compte seulement du résultat. Et quand vous allez analyser les résultats, le fond du dossier, on va vous dire, oui, on a respecté la loi. C'est comme ça que vous voyez nos pères spirituels. Parce que les spirituels influencent les physiques. Vous êtes croyant? Ah, mais moi, je suis membre d'un parti politique croyant. Dans notre idéologie, nous avons notre devise. Notre devise, c'est « Avec Dieu, nous vaincrons ». Si le président a reçu l'inspiration d'insérer Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a compris qu'il faut croire en Dieu. Moi, je suis croyant. Au MLC, c'est un parti de croyants. Nous avons des musulmans, des kimbangistes, des chrétiens comme moi, et nous sommes croyants. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre compréhension. Merci pour le rappel. Au fait, on revient encore sur la rentrée parlementaire. Bien avant, je crois 2 jours avant, le président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a fait le rappel des troupes où il y a eu un communiqué, il a échangé avec les députés, les sénateurs, les députés provinciaux sur l'avenir de la République, que chacun puisse prendre conscience de la difficulté des populations. Quand il insiste, il fait ce rappel des troupes. Le MLC tient à ce que les choses puissent aller de l'avant de bonne manière, apparemment. Mais c'est les journalistes qui disent encore. Même le président ne pouvait que faire ça. D'ailleurs, je vous ai dit au début là qu'il a sacrifié son sang, sa vie. Le président Jean-Pierre Bemba a sacrifié sa vie pour les institutions, pour que la RDC ait les institutions. C'est pour faire remarquer que l'MLC est un parti politique et le président Jean-Pierre, dans l'institution Parlement, au Sénat tout comme à l'Assemblée nationale, il a des sénateurs, son parti a des sénateurs, son parti a des députés. Et ces députés et sénateurs doivent suivre la philosophie du maître, l'orientation des choses du maître. C'est comme ça que le président, ayant été trop attaché au souci d'avoir les institutions de la RDC de la République s'afficher en bonne uniforme, c'est comme ça que pour éviter les dérapages, certainement je me suis dit,
il a eu l'intuition, la présence d'esprit de rappeler ses troupes, comme vous l'avez dit. Pour essayer de réajuster le tir. Mais exactement, parce qu'il ne faut pas aller en ordre dispersé. L'autre fois, je me souviens, le président, je ne suis pas porte-parole du parti, mon frère, mais je me souviens que l'autre fois, le président avait même écrit. Il avait même écrit pour demander à nos députés sénateurs, à chaque fois qu'il y a un problème, s'il y a des idées qui se donnent, et cela doit être débattu de manière collégiale. Oui, au sein de groupes parlementaires MLC. Par exemple, voilà les leaders, voilà les présidents qui encadrent ces troupes. Et souvenez-vous qu'il y a un principe de l'armée qui dit il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que un mauvais chef. Alors quand un chef prend soin de l'encadrement, alors ce chef-là c'est un bon leader, c'est meilleur. Ça vous fait quoi, 10 ans après, le sénateur était pratiquement dans une situation assez compliquée, en prison, il revient, mais politiquement, l'homme reste incontournable. Il est pratiquement dans les négociations, il est consulté par tout le monde. Vous êtes du MLC, ça vous fait quoi quand on disait que Jean-Pierre Bemba, si Jean-Pierre Bemba ne vaut plus rien, mais vous, quand vous voyez l'homme qui rebondit encore de la sorte, qui a encore la confiance de la population, ça vous fait quoi? Monsieur le journaliste, vous savez, le président Jean-Pierre présente une image d'une personne extraordinaire et formidable. Regardez, c'est ici. Un fils d'un multimillionnaire. Vous savez, l'ancien président Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, quand il avait appris, parce que le président Thabo Mbeki est étudié Papa Jeannot Bemba à l'université comme l'opérateur économique Zaïro. Mais finalement, quand il avait appris que le fils de ces millionnaires a touché aux armes, vous savez ce qu'a été sa réaction? Il appelle le président Jean-Pierre. Il lui pose la question, mais toi, ton père a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais le président lui répond. Il lui dit, mais que voulez-vous? Moi, je suis né dans la richesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais regardez mon peuple est coupé dans la misère la plus totale. C'est comme ça que le président, poussé par l'Esprit de Dieu, avait touché aux armes pour faire parler à Laurent Désiré Kabila. Vous savez, vous me posez la question de savoir, il est revenu, la population lui fait confiance, tout le monde veut l'approcher. Mais vous avez oublié, je vous rappelle, monsieur le journaliste, vous savez, à Lusaka, tout le monde a des mémoires pires du papa Etienne Tshisekedi. C'était pendant les négociations, je crois. Oh, mais attendez, j'arrive, vous m'avez posé la question. Allez-y. On arrive à Lusaka. Le président Jean-Pierre arrive à la table de négociation. Il regarde tout le monde. Laurent Désiré Kabila et son AFDL étaient là. Mais sans papa Etienne Tshisekedi. Il s'est dit, tiens, papa Etienne Tshisekedi n'est pas là. Je ne m'assois pas avec Laurent Désiré Kabila dans cette... Et pourtant, Laurent Désiré Kabila avait relégué papa Etienne au village. Une manière de le ridiculiser, de l'humilier. Et le président Jean-Pierre, l'homme de cœur, l'homme préparé par Dieu pour des négociations, pour ces pays. Il dit non, si vous voulez que je sois avec vous, faites-moi appel à papa Etienne Tshisekedi. Vous savez que le jour où on a mené papa Tshisekedi à Lusaka, et le président était très content. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode à Sun City. On arrive à Sun City. Le même scénario se répète. La légèreté d'esprit emballe les esprits de quelques politiciens congolais. Le président Jean-Pierre les regarde. Il dit, écoutez, nous avons un groupe de papas qui ont milité pour la démocratie. Papa Marcel Liaou, paix à son âme. Papa Kiba Samaliba, paix à son âme. Papa Mbouakien, paix à son âme. Et on est resté qu'avec papa Etienne Tshisekedi. Vous voulez quoi? Je préfère que papa Etienne Tshisekedi soit le vice-président représentant l'opposition politique non armée. Là, nous sommes à Sun City, mais c'est les journalistes. Allez-y. Le président Jean-Pierre s'est imposé pour que papa Etienne Tshisekedi soit là comme le vice-président au gouvernement 1+4 représentant de l'opposition politique non armée. Vu les combats, la valeur des combats qu'il a mené. La grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme. Vous savez que seul le président Jean-Pierre
qui avait énergiquement soutenu Papa Etienne Tshisekedi. Malheureusement, ses frères congolais, ses frères et sœurs congolais n'ont pas accompagné. Ils ne l'ont pas accompagné dans la démarche. Dans la démarche. Ils ont préféré faire ce que vous avez vu là, au gouvernement +4, et ils pouvaient faire quoi encore? C'est comme ça qu'ils ne pouvaient que faire un effort pour que le Congo ait la constitution. Tout ce que les présidents ne pouvaient faire, c'est ça. Parce qu'ils n'étaient pas de la même famille politique, Papa Etienne Tshisekedi. Regardez, même sur le plan des doctrines, Papa Etienne Tshisekedi, l'IDPS de Papa Etienne Tshisekedi et le MLC du président Jean-Pierre Bemba, et ils ont des doctrines différentes, diamétralement opposées. Nous sommes des libéraux et ils sont des sociodémocrates. Vous comprenez un peu? Mais ce sont un peu les extrêmes. Mais le président Jean-Pierre a tenu compte de la valeur. C'est un homme de valeurs. Il tient compte des valeurs. Mais je vous ai dit, le président Jean-Pierre tient compte des valeurs, sauf la médiocrité. Et malheureusement, il n'a pas été très bien compris. C'est comme ça que cet esprit, ça nous sommes à Sun City et nous venons à 1+4. 1+4. On organise les élections des tristes mémoires avec l'abbé Malouma, le paix à son âme. Ce qui s'est passé. Mais le président avait raison. On s'est posé la question, pourquoi le président Jean-Pierre avait accepté l'inacceptable? Il nous a donné la leçon de la grandeur d'esprit politique. C'est un homme plein de valeurs politiques, le président Jean-Pierre. Regardez, vous avez parlé de 2006 à 2011, 2010. Mais il a passé plus de 10 ans en dehors du pays. Mais il gérait son parti. Un bon manager, s'il vous plaît. Un bon leader, un bon manager. Il a très bien géré son parti à distance. Et à distance, même s'il y a eu beaucoup de départs aussi. Oui, je vous ai dit, c'est un homme de cœur. Un homme de cœur, un homme qui a toujours les soucis des Congolais, les soucis de la RDC. Il participe à des négociations. Mon frère, regardez. Le président national, Jean-Pierre, il crée le front pour la défense de la Constitution, pour le respect de la Constitution. Il crée ça partie de la cellule de la CPI. Le front pour le respect de la Constitution. Et il ne s'arrête pas. Il encourage par le biais de ses représentants à participer à toutes les négociations. Ici, que le téléspectateur, le peuple congolais, note que le MLC a participé à toutes les négociations. Commençant par Lusaka. D'ailleurs, Lusaka, ce n'était pas tout le monde. Lusaka, Sun City. Nous avons les négociations de la Cinco. Il y avait Gaborone aussi à un moment. Oui, Gaborone, tout ça. Retenez que Gaborone, c'était quand on a choisi Kitoumi Massiré, et il faisait son travail, tout ça. Alors, Cinco, si j'ai parlé de Lusaka, Sun City, Cinco. Et concertation nationale ici de 2014-13. Voilà. Mais retenez que, à part les 1+4, les MLC du président Jean-Pierre n'a plus participé aux combines politiciennes comme un membre du gouvernement. Non. C'est pour vous dire que le président Jean-Pierre ne fait pas la politique pour l'argent. Il ne fait pas la politique pour l'argent, il fait la politique et il nous forme, nous autres, pour les Congos. Il nous forme pour les Congos. Et là, on doit se dire des vérités en face. Donc, le président est concentré. Il est en train de d'abattre un grand travail. Okay. Et le MLC n'a pas participé au gouvernement, mais notez que le MLC a travaillé dans le Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'était juste pour essayer de protéger la Constitution, de protéger la loi. Mon frère, si les MLC n'étaient pas au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais la Constitution là serait déjà virée. La Constitution serait déjà virée. Bon, heureusement qu'il est encore là vivant, gloire à Dieu. Je rappelle que vous êtes psychologue et chercheur, membre de Libération du Congo. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Quand vous regardez vos étudiants, par moments, j'imagine que vous échangez aussi. Qu'est-ce que vous regardez dans leur regard? De la frustration, de l'espoir, de la peur, en fait. Là, je m'adresse à l'éducateur que vous êtes. Oui, mais si vous regardez, vous savez, je suis enseignant, je suis chef de travaux chargé du cours de psychologie générale.
psychologie commerciale et psychologie du travail. Alors quand j'observe, j'analyse le visage des étudiants, mais ce sont des désespérés. Les désespérés, ils le disent. Selon l'image que les politiques leur reflètent, en fait. Exactement. Les étudiants que vous voyez, ils n'ont pas à espérer à la classe politique que nous sommes. C'est comme ça qu'ils se disent, mais pourquoi le président Jean-Pierre ne vient pas? Pourquoi le président Jean-Pierre ne s'élève pas? S'élever comment? On attend 2023. Le président, aujourd'hui, tout le monde, mais c'est les journalistes, vous savez, le président Jean-Pierre, ce n'est pas le président. Le président a été obligé par la population congolaise, le peuple congolais, de la Tchang. Il était en train d'être tiraillé. C'est des mots, Lukunga dit, président Banda Koto, tu dois commencer, vous devez commencer par ici. C'est des Fouda se disent, président, venez par ici. C'est des Mwamba se disent, président, venez par ici. La Tchang se dit, non, président, venez par ici. Et il était obligé, sous la pluie, de choisir. Mais moi, je vous assure, j'étais à côté du président, j'ai vu ce que j'avais vu là. On arrive à Tchang, ou le président arrive à Tchang. On trouve un monde fou. De telle sorte que les gens, mais il fallait voir les gens, monsieur les journalistes. Et ça, les gens criaient, ils disaient, voici un leader. Parce que le jour où le président était venu à l'espace de Sainte-Thérèse, il y avait un échange entre le président et la population. La population dit au président, vous les politiciens, si vous nous demandez de sortir, vous ne sortez pas avec vos femmes et vos enfants. Le président dit à la communauté, à la population, cette fois-ci, si on vous lance un appel de marche, il faut démontrer, il faut sortir. Et le président Jean-Pierre et la population, ils se sont lancés les défis. C'est comme ça qu'à la chose, à Tchangoula, le jour de la marche, le président se retrouve avec une foule, la population qui était venue pour lui défier. Lui aussi, à son tour, s'amène avec sa femme et tous ses enfants et les membres de sa famille. C'est un message politique. Mais c'est un message politique. Mais je vous dis, la conclusion demandait à la population, ce que la population se dit. Mais c'est les journalistes, vous savez un autre élément. Vous savez un autre élément très important que je vais ajouter. Il s'ajoute à cela la situation sociopolitique du pays, telle que les choses évoluent. Et la population se dit, Nzambe, Dieu tout-puissant, nous sommes abandonnés. Si tu peux nous donner le président Jean-Pierre. C'est ça la prière de la population congolaise aujourd'hui. Vous parlez de l'aura de l'ordre du président national ici à Kinshasa. Vous expliquez des histoires qui se sont passées ici à Kinshasa. Est-ce que son aura est toujours nationale? Ah, mais monsieur, est-ce que mais c'est les journalistes. Il est venu, mais c'est les journalistes. Il est compris ici à Kinshasa. La ville de Par moment, il est en Europe, il revient. Mais est-ce que le président national garde toujours son aura sur le plan national? Ça, ce sont les questions que vous allez poser au niveau du mouvement de libération du Congo. Mais c'est les journalistes. Vous savez, la ville de Kisangani dans notre histoire, c'est une ville historique. De par les événements qui ont émaillé le pays après l'indépendance. Vous savez, la ville de c'est Stanley ville, Kisangani. Mais vous ne me direz pas quand même que Kisangani égale Kinshasa? Mais le président, une fois a quitté l'Europe, il a atterri à Kisangani. Et vous allez dire que c'est les Kinois qui ont conseillé aux gens de Kisangani de l'accueillir tel qu'ils avaient fait là. Le président a parcouru pratiquement le grand équateur. Là, peut-être, vous risquez de croire que non, c'est son fief, c'est sa province natale. Mais attention, le pépère de là, Mama Janine Mabunda. Mama Janine Mabunda n'est pas une Kassaïenne, hein, ni de la province du Congo central. Hein. Mama Janine Mabunda, il est de grand équateur. De Bumba. Ah, c'est pour dire que là, le PPRD est aussi là. L'IDPS est là. Toutes les partis politiques sont là. Vous comprenez? Mais je vous dis, non. Dans ces histoires de plein de la population, Jean-Pierre Bemba est réclamé partout. Je vous dis, j'étais avec un frère qui venait de Kasumbalesa. Il me pose la question, Toubi, mais quand est-ce que le président viendra pour Kasumbalesa? J'ai répondu, il viendra au moment opportun. Si Kasumbalesa réclame, Beni Boutembo réclame, et Rutshuru réclame. J'ai rencontré dernièrement un ressortissant de Kamitou, Gatumba ou Kamitou Gal, dans nos frontières, les villages au sud Kivu.
vers Burundi, mais de notre côté. Okay. Là où vers Bukavu. Mais les gens disent, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président ne vient pas? Il va venir. Le président va venir. Il va faire un programme, il va se déployer. D'ailleurs, s'il a décidé de faire ces sacrifices, c'était pour les grands Congo et les Congo profonds. Le Congo profond est dans le cœur du président Jean-Pierre. En fait, ici en République démocratique du Congo, souvent les débats c'est en fonction des gens, tout ça. Moi je voulais savoir aujourd'hui votre modèle économique, caricature, petite esquisse, vous voulez que le Congo se développe comment? L'agriculture, les minerais. Nous en avons les minerais, mais il y a tout ce que vous avez connu comme problème, des tueries, les Congolais qui meurent à cause de nos minerais. Aujourd'hui, économiquement, le Congo peut se développer rapidement avec quoi? Monsieur le journaliste, quelque part, je vous ai entendu dire chez nous en RDC, les débats c'est autour des hommes. Vous m'avez suivi et je suis en train de trop parler du président Jean-Pierre Bemba. Je parle de l'homme, je présente l'image de l'homme, je présente les niveaux de compétences exigés de l'homme. Je vais vous faire rire. Je surpris un groupe de chercheurs en train de travailler sur la personnalité politique et l'image du président Jean-Pierre Bemba. Et voici les résultats. Ils disent le président a un profil de personnalité acceptable et exceptionnel. Ils commencent à énumérer. Ils disent, ce groupe-là, ils disent le président Jean-Pierre Bemba a un charisme pour maîtriser la sécurité, gérer l'armée, la police et les forces spéciales. Ils m'ont cité le mot amiral. Il a la valeur de 3 fois amiral. Je ne maîtrise pas le terme amiral, ça signifie quoi concrètement? Il dit le charisme, l'autorité de diriger l'armée, la police, les services spéciaux. Ces messieurs ont une charisme de 3 fois amiral. Ces groupes-là, ils ajoutent. Ils disent si la considération des aspects économiques, connaissances économiques du pays, il dit non, il a une tête qui égale à une thèse de doctorat en sciences économiques et financières. Ils avancent, ils disent non, en matière d'éducation, Jean-Pierre Bemba a sa tête a la valeur d'une thèse de doctorat en matière de sciences de l'éducation. Et ces gens avancent, ils me disent en connaissance de géographie et géologique, c'est-à-dire la maîtrise du sol et sous-sol. Il dit Jean-Pierre a l'équivalence, sa tête a l'équivalence d'une thèse de doctorat en géologie. Mais en conclusion, quand j'ai énuméré, je me suis retrouvé une tête qui équivale à pratiquement 6 thèses de doctorat. Sur le plan moral et théologique, éthique et consort, ils se disent, mais si c'est un docteur en théologie, vous savez pourquoi? C'est parce que le président a une compétence réelle, une compétence qualifiée, une compétence, dans sa compétence-là, vous trouvez, il a une connaissance formidable. Il a un savoir-être. Le savoir-être, c'est ce qui lui permet de négocier avec les autres. Le président Jean-Pierre a un savoir-être magnifique. Son attitude, regardez, l'attitude du président Jean-Pierre se manifeste de sorte que il déteste tout ce qui est comme injure. Et regardez, je suis en train de parler du président et je me permets d'injurer les autres. Il n'aime pas les autres injures, le tribalisme. Non. Si vous venez avec des propos à tendance tribaliste, à tendance injure et consort, mais vous n'aurez pas la place à côté du président Jean-Pierre. Vous voyez un savoir-être formidable, c'est-à-dire son attitude, son comportement est déclaré formidable par la population et le savoir-faire. Dans sa compétence, il a un savoir-faire. Regardez. Quand il était le vice-président chargé de l'écofil au gouvernement PIS-4, quand il maîtrisait l'économie, l'argent, les dollars et consorts, il nous avait laissé les dollars américains à combien? Ça, c'est le savoir-faire d'un leader, d'un homme choisi par Dieu. Économiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire décoller la rapidité? Vous savez, économiquement, aujourd'hui, vous souhaitez que je puisse
parler, faire des propositions. Même des propositions. Même est-ce que si je fais des propositions, vous êtes convaincu que les politiciens qui nous suivent, vous êtes politicien, j'imagine, peut-être qu'un jour. Parce que moi, je suis membre d'un bureau d'études. Okay. Vous comprenez, je suis membre d'un bureau d'études. Si les politiciens veulent qu'on puisse leur faire des propositions, messieurs les journalistes, nous sommes à la période après le Covid. La situation est très compliquée. Une période très critique. Là où les têtes doivent tourner pour réfléchir comment, sur le plan économique, comment faire, comment gérer l'environnement, comment gérer l'aspect agroalimentaire, c'est-à-dire l'exploitation de nos sols et sous-sols, comment créer l'emploi par des moyens naturels qui existent, comment. Est-ce que les politiciens qui nous suivent, ils s'en rendent compte? Ou bien ils se contentent de leurs miettes, ou ils se partagent? J'aime bien poser cette question à mes invités quand je les reçois. Oui. Aujourd'hui, le développement de la République démocratique du Congo, ça peut partir d'où? Du Congo profond ou de Kinshasa au niveau des institutions? Parce que nous avons tendance à monopoliser la République au niveau de Kinshasa alors que le pays est grand. Monsieur le journaliste, vous êtes très intéressant. Le développement de la RDC doit partir du Congo profond. Pourquoi le Congo profond, messieurs les journalistes? Le Congo profond, c'est parce que là, dans le Congo profond, c'est là où l'agroalimentaire doit être développé de sorte que les milieux ruraux produisent. Parce que les milieux ruraux vont produire, on doit trouver l'infrastructure routière favorable à l'évacuation de produits. Et même les engins de transport doivent être disponibles. Est-ce que dans nos mentalités, dans la mentalité de ceux qui dirigent, est-ce que vous pensez que cela est ancré ou les gens se contentent des injures, les gens se contentent des tribalismes comme je l'ai vu, les injures, vous savez, chapeau bas, mais respect à l'institution présidente de la République. Monsieur les journalistes, sincèrement, le président Jean-Pierre s'est battu pour la Constitution. Dans la Constitution, vous trouvez l'institution, première institution, le président. J'ai la responsabilité de parler du respect des institutions. J'ai la responsabilité de parler du respect de l'institution présidente, n'est-ce pas? Et même si les animateurs, par moment faisaient défaut, mais ils ont droit au respect. En effet, c'est le minimum de respect. Très important. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste une petite question. Je répète, vous êtes jeune, vous êtes en politique, membre du bureau d'études du mouvement de l'évasion du Congo, psychologue, chercheur, chef de travaux. Quand vous vous réveillez le matin, en peu de mots, vous regardez l'avenir de la République démocratique du Congo, beaucoup de zones d'ombre ou beaucoup d'espoir? Monsieur, l'avenir est très, très, très sombre. L'avenir de la RDC est sombre. C'est l'espoir, la seule porte. Vous savez, le pays est géré par la politique. La politique, c'est l'art de gérer. C'est l'art de gérer. Or, ce sont les politiciens qui gèrent, qui sont appelés à gérer. Quand les politiciens ne s'attendent pas, ah papa, il faut dialoguer. Et c'est là où je sollicite la responsabilité du papa Cardinal Ambongo. Non, je sais que quand papa Cardinal Ambongo parle, les sensibilités supportent difficilement. Mais on n'a pas de choix, mon frère. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Donc, on n'a pas de choix. Il faut dialoguer. Merci beaucoup, le chef de travaux Toubi Mwanza. Je rappelle que vous êtes un membre du bureau d'études au niveau du mouvement de l'évasion du Congo. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de questions. Le temps passe vite. Hein. Nous avons pratiquement parlé du Sénat, du Parlement, de la façon de voir les choses au niveau des députés. Nous avons parlé historiquement, j'ai fait le rappel aussi, si on va répondre, de tout ce qui s'est passé en termes de négociation, en termes d'approche pour essayer de relever les politiques en RDC. Vous avez évoqué Sun City, on a évoqué Gaborone, nous avons parlé aussi de Lusaka et nous avons parlé de l'homme, la personne de Jean-Pierre Bemba, les qualités, sa vision. Et j'ai remarqué que vous le soutenez beaucoup, vous croyez beaucoup au président national. On espère qu'un jour le Congo aura la chance d'avoir le président Jean-Pierre Bemba comme président de la République. Mais voilà, donc, un mot de la fin rapidement. Mot de la fin, c'est un grand merci
au prophète politique Jean-Pierre, maître d'école. C'est un maître d'école politique, c'est un mentor pour moi. Je le soutiens, c'est ça. Et je voulais également remercier tous les sages qui l'entourent. Vous savez, il est entouré par les sages, des gens comme qui, quand ils vous parlent, vous sentez qu'ils sont directeurs de cabinet. Un homme qui écoute beaucoup, Fidèle Babala. Merci beaucoup. Que nous saluons. Que nous saluons, c'est un homme qui écoute beaucoup. Merci beaucoup à toi, Mbia Mavinga. Merci à toi, Koupar Bola, à la caméra. Et encore une fois, merci, M. Toubi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On aura le temps de vous avoir pour essayer de reparler un peu de la République démocratique du Congo. Merci. Un grand besoin pour les populations. Nous devons aller de l'avant. La République nous appartient à nous tous. On doit se mettre au travail, essayer d'éviter des esprits un peu assez bizarres. Nous devons aller de l'avant parce que ce pays, on nous a légué ce pays. Nous aussi, à notre tour, nous devons léguer ce pays à nos enfants. Allez, la rediffusion, c'est le jeudi à 11h. Et je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à partir de Dubaï, la Chine, l'Afrique du Sud et le Congo central. Allez, je vous dis bye.